Bon, on va pas se mentir, je pense pas avoir besoin de faire une longue intro, Snow Day, le dernier jeu estampillé South Park, a été très mal reçu. Même avant sa sortie officielle, IGN lui a donné la note de 3 sur 10, les notes sur Steam sont vraiment pas folles, et puis même que ce soit sur Twitter, sur YouTube ou dans des articles, le jeu s'est fait défoncer. Mais bon, vous vous doutez que si je suis là, c'est pour donner mon avis, un avis qui sera plein de nuances et que je m'efforcerai de garder le plus objectif possible, même si évidemment l'objectivité n'existe pas, et en tant que gros fan de la série, je suis clairement de base un bon client. Mais vous attendez pas non plus à ce que j'encense ce jeu, hein, ça va être plus compliqué que ça. Du coup, est-ce que Snow Day est vraiment un jeu de merde? Et bah, pour répondre à cette question, je vais prendre tout mon temps pour revenir sur mon expérience en long, en large, en travers, plus long et pas coupé, puis si vous voulez juste un avis pour savoir si le jeu vaut le coup, la vidéo ne spoilera pas l'histoire sauf à un moment où je préviendrai, donc vous pouvez regarder tranquille. Bref, hey salut à tous, ici Maniaco, et aujourd'hui on parle enfin de South Park Snow Day. It's a snow day, dude! No scoot, everybody! No scoot! Alors déjà, je vais commencer par aborder l'un des points qui me dérange le plus dans les critiques qui sont faites au jeu, point qui était d'ailleurs déjà très présent avant même que le jeu sorte, la comparaison avec le bâton de la vérité et l'anal du destin. J'ai vu beaucoup de gens déçus par Snow Day parce que, bah, c'est pas comme les deux RPG, et même si bon, objectivement, je vais pas mentir, oui, Snow Day est clairement bien en dessous de ses deux grands frères, je pense pas que ce soit un point qu'on puisse vraiment reprocher à Parker et Stone. Certes, on aurait tous voulu voir sortir un nouveau RPG en 2D tant les autres étaient de vrais bijoux complets, agréables et fidèles au style de la série, mais c'était clairement pas l'idée ici. La volonté des créateurs avec Snow Day était d'innover et de proposer une expérience complètement différente et avant tout basée sur l'action et le côté coopératif, et je pense que c'est pas quelque chose qu'on devrait leur reprocher. Ils ont tenté quelque chose de nouveau, force est de constater que ça a pas vraiment marché vu les retours de la communauté, mais c'était pour moi bien plus couillu de s'essayer un style avec lequel ils n'étaient pas du tout habitués, là où ça aurait finalement été assez simple de repartir sur un L'Anal du Destin 2. Ça n'a pour moi aucun sens de critiquer Parker et Stone parce qu'ils tentent d'innover au lieu de juste refaire ce qui a marché. Même si, bien sûr, on pourra me répondre que la comparaison est facile vu que le jeu lui-même fait référence au RPG en se plaçant comme une suite canonique, réutilisant même le thème fantasy qui était à l'honneur dans The Stick of Truth. Alors pour ce qui est de la réutilisation de ce thème, ça tient pour moi surtout du fait que c'était le plus simple vu de la direction que prenait le jeu. Un peu comme pour le retour du New Kid, ça semblait évident vu que c'était le seul moyen d'immerger le joueur dans l'univers de South Park avec les personnages qu'il connaît. Tous ces jeux sont donc bien sûr liés, et évidemment que les RPG sont toujours dans les têtes des joueurs, mais ce serait trop simple de dire que ce nouvel opus est nul juste parce qu'il a essayé de changer la formule. Enfin bon, tout ça pour dire que pour parler de Snow Day, je vais pas le comparer à ses prédécesseurs tant ils n'ont techniquement rien à voir. Je vais plutôt décortiquer ses qualités et défauts intrinsèques en m'efforçant de rester le plus objectif possible, et pour ça, parlons d'abord du gameplay. South Park Snow Day est donc un hack and slash exclusivement PvE, il n'y a pas du tout de PvP dans le jeu, contrairement à ce que certains ont pu penser. C'est en grande majorité un gameplay basé sur du combat à la troisième personne, où on avance dans une map en combattant plusieurs vagues successives d'ennemis. En soi à ce niveau-là, c'est marrant de se taper avec d'autres enfants à coups d'épée en bois et de pouvoir à la con, mais le souci c'est que ce système de combat est assez léger et ne semble pas parfaitement abouti. Déjà en termes de maniabilité, ça fait le taf, mais c'est pas non plus optimal, on a tendance à beaucoup glisser et à galérer à être précis dans les déplacements, puis comme les ennemis ne se lock pas toujours automatiquement, on va souvent se retrouver à sauter à côté de là où on veut aller. Associé à ça le fait que le jeu manque de vrai feedback lorsqu'on touche un adversaire, on se retrouve à attaquer un peu au pif sans trop savoir si ce qu'on fait est efficace. Pour ce qui est des armes, on en a 3 au corps à corps et 3 à distance, tout ayant des améliorations spécifiques débloquables pendant la partie. Pour les armes de corps à corps, on a juste le choix entre un combo basique d'attaque rapide et une attaque chargée plus lourde, mais bon, sauf à la limite pour la hache, on se sert jamais vraiment des attaques chargées et on va donc finir par passer chaque combat à spammer le bouton d'attaque rapide. Ce sera abusé de dire qu'on ne fait que spammer les attaques de corps à corps, en vrai les attaques à distance et les esquives permettent aussi de faire varier un peu les combats, surtout quand on commence à être submergé par les adversaires, mais le fait est que le spam reste quand même une très grosse partie du gameplay, tant le jeu ne pousse pas le joueur à opter pour une approche stratégique. Par contre au niveau des pouvoirs utilisables en chargeant sa barre de rage, c'est déjà plus intéressant, on en a 8 différents et pour le coup j'ai vraiment bien aimé tous les tester et voir leurs différentes améliorations. Entre un gigapé d'esquive, un bouclier bulle, des totems de soins, des drones d'attaque ou encore le pouvoir du cheesing à la pisse de chat, il y a vraiment moyen de personnaliser son gameplay avec les pouvoirs qu'on préfère. Reste quand même que tout finit par sembler un peu trop chaotique, le manque de précision associé à certains soucis de caméra et au côté spam d'attaque faisant que le jeu laisse peu de place à la réflexion. Mais la bonne idée qui vient rendre tout ce fouillis un peu plus agréable, c'est les mécaniques de roguelike à base de cartes à améliorer. Au début de chaque run et pendant la partie, on récupère des cartes aléatoires qui vont booster certaines de nos capacités, que ce soit des cartes classiques ou celles d'enrichissement
d'Henrietta, qui sont plus rares et souvent plus intéressantes. En plus de ça, on peut choisir à chaque partie une carte à la con, qui donne un pouvoir beaucoup plus cheaté, mais avec une contrainte d'utilisation. Ça c'est vraiment une bonne idée, ça fait en sorte de rendre chaque run différente, et ça rend l'ensemble beaucoup plus fun, même si c'est pas non plus suffisant pour rendre le jeu moins répétitif. Pour le coup j'ai voulu jouer jusqu'à collecter toutes les cartes, mais je suis pas sûr que beaucoup de joueurs vont le faire. En tout cas c'était sympa de mettre ça sous forme de cartes dans des classeurs, puisque ça a bien marché sur le collectionneur en moi. Enfin bon, du coup ça reste quand même ce système de cartes qui fait vraiment le sel des parties, même si les runs sont généralement trop courtes pour vraiment laisser le temps de se construire un build intéressant, ou alors faut avoir pas mal de bol. À la limite à ce niveau-là, le mode d'Henrietta où on affronte encore plus de vagues successives est beaucoup plus satisfaisant. Niveau difficulté du jeu, je trouve que ça va, c'est pas trop mal géré. Bon, j'ai vu des gens se faire rouler dessus par les ennemis, mais c'est surtout parce qu'ils oubliaient que ça reste quand même important d'esquiver un minimum. Perso j'ai joué en difficulté normale et j'ai jamais eu de game over, même si à certains moments on passait pas loin. Donc je dirais que la plupart du temps c'est ni trop simple ni trop compliqué, faut juste pas se lasser du gameplay qui est très répétitif. Enfin bon, je vais terminer cette partie gameplay par ce qui est finalement le plus gros point fort du jeu selon moi, la coop. Oui c'est vrai, le jeu s'avère rapidement assez redondant lorsqu'on y joue en solo, et même si l'aspect coopératif ne résout pas vraiment les problèmes inhérents au gameplay, bah c'est ce qui permet vraiment de se marrer en avançant dans les niveaux. J'ai personnellement découvert le jeu avec mes potes, et donc forcément j'ai sûrement eu une expérience bien plus positive que si je l'avais lancé tout seul avec des bots ou des joueurs random. Au moins là on pouvait théoriser, comprendre les mécaniques, essayer toutes les conneries qui nous passaient par la tête, bref, cet aspect était vraiment réussi. C'est par contre quand même quelque chose qui s'atténue au fur et à mesure des heures de jeu, mais bon, on sent que c'est quand même au cœur de Snow Day, et c'est ce qui peut donner envie d'y revenir de temps en temps, le temps d'une mission ou deux. Après, faut aussi dire que c'était l'idée de base, les créateurs avaient pour but de faire un jeu South Park plus nerveux auquel on pourrait jouer avec ses amis, et donc pour ça, le style RPG des derniers jeux semblait assez peu pratique. Ils se sont donc concentrés à fond sur la coopération, ce qui a entraîné pas mal d'autres décisions, et si le jeu est un peu chiant tout seul, il tient sa promesse de permettre aux fans de jouer à South Park tous ensemble dans une même partie. L'aspect coop a donc décidé du type de gameplay, et le type de gameplay a ensuite décidé du type de graphisme. Vous me voyez venir, c'est l'heure d'aborder le sujet qui a fait couler beaucoup d'encre. Ouais, cette 3D, c'est vraiment la particularité de ce jeu par rapport au précédent, à part bien sûr South Park Rally et le jeu sur PS1, auquel Snow Day a d'ailleurs été beaucoup comparé par ses détracteurs. Bon, ce point-là est quand même très lié à ce que je disais avant par rapport à l'innovation et au fait que ce soit pas comme dans les précédents jeux, mais ça relève aussi d'une critique qui est déjà plus compréhensible, à savoir que ça ne ressemble pas à South Park. C'est vrai que pour le coup, on est dans une démarche très différente de ce qu'on a eu avant. Certes, on n'est pas dans un épisode de la série, mais ce que les créateurs voulaient faire, et qui est pour moi très réussi, c'est être immergé concrètement dans l'univers de South Park, être physiquement présent au cœur de ce monde, avec toute la liberté de mouvement qui en découle. De ce point de vue là, c'est vraiment une chouette expérience. Alors oui, c'est vrai que ça aurait quand même été bien mieux si on avait pu avoir un vrai open world au lieu de ces quelques maps, mais j'ai eu l'impression de prendre vie à South Park et de me balader dans la ville d'une façon qui ne pouvait être possible qu'avec de la 3D. Pour jouer avec ses potes, la 3D était à mon avis la meilleure solution pour avoir un gameplay plus fun et moins limité, et de ce point de vue là, je suis très satisfait de cette transition du style papier découpé à de la vraie 3 dimensions. Après on va pas se mentir, la 3D a surtout été pas mal critiquée à la sortie des premières images par beaucoup de personnes qui trouvaient tout simplement ça moche, et force est de constater en ayant le jeu entre les mains, bah que c'est pas mal du tout. Personnellement je trouve les graphismes très sympas, c'est un peu comme si on jouait avec des figurines Kid Robot, et la neige a en plus une vraie présence, ce qui est quand même important puisqu'on va en avoir partout pendant tout le long du jeu. Ça aurait difficilement pu être mieux fait tant c'est fidèle au style d'origine. Suffit de voir la vidéo qui explique comment ils ont fait pour passer de l'animation 2D traditionnelle au volume pour comprendre que rien n'est fait au hasard. On aurait d'ailleurs aussi pu imaginer le jeu avec une 3D similaire à celle du générique de la série post-saison 17, et même si je trouve le style très beau, ça aurait été à mon sens compliqué de rendre le jeu aussi réactif avec ce type de 3D. Ici on a beaucoup de jeux de lumière qui fonctionnent très bien, notamment sur la map de l'église que je trouve vraiment chouette, et d'ailleurs pour parler un peu des maps, ça m'a fait plaisir de pouvoir explorer certains des endroits cultes de la série, que ce soit le cinéma, l'hôpital, Sodo Sopa, ou même Dick in Bo's Hot Dogs. Il y a un certain nombre de références qui sont très cool à trouver, comme par exemple les visiteurs cachés dans l'OVNI du premier niveau, mais pour être honnête, j'ai pas l'impression que les cartes aient assez de secrets pour vraiment pousser le joueur à tout explorer et passer la phase de découverte. En tout cas, les loots en eux-mêmes sont pas suffisants pour vraiment donner envie de faire l'effort. Chaque niveau possède des maps clés entrecoupées de maps générées de façon semi-aléatoire, mais c'est vraiment les lieux cultes de la série qu'on va retenir. Après, le seul souci, c'est que les maps sont finalement pas immenses, ou très répétitives, et c'est dommage qu'on ne puisse jamais vraiment rentrer dans les bâtiments, à part quelques exceptions comme l'hôpital ou l'école dans l'intro. Dommage parce que c'est des moments que j'ai trouvé super sympas. J'aurais par exemple adoré rendre visite à Lukim ou à Morgan Freeman dans leur resto, mais bon, j'imagine que ça aurait été un peu le bordel
en phase de combat, surtout que même sans ça, le jeu a parfois certains bugs de collision et ça m'est déjà plusieurs fois arrivé d'être bloqué à un endroit de la map où j'étais pas censé être, ce qui m'obligeait donc à recommencer tout le niveau. Ces bugs sont pas non plus si fréquents, mais c'est quand même méga chiant, même si c'est le genre de choses qui devrait sûrement être résolues par des mises à jour. Et puis, bah tiens, justement, parlons un peu du futur du jeu. Un des plus gros soucis du jeu, objectivement, c'est son manque de contenu. Personnellement, j'ai un peu plus de 25 heures dessus, mais c'est parce que j'avais envie de tout tester, d'avoir toutes les cartes, tous les succès, tous les costumes, et maintenant que c'est fait, bah je pense pas beaucoup y revenir avant la sortie des DLC, ou alors juste pour y jouer une petite heure avec des potes. Bon, vous allez me dire que 25 heures, c'est déjà pas si mal, mais bon, on va pas se mentir, ceux qui s'en foutent de finir le jeu à 100%, donc une très grosse majorité des joueurs, bah ils vont juste faire le mode histoire, et le mode histoire se finit en plus ou moins 5 heures. Pour le coup, c'est vrai que c'est très court. Les seuls éléments qui peuvent donner envie de relancer une partie, c'est les mécaniques de roguelike, le mode arène d'Orietta, ou les défis de Nicole qui permettent de gagner des cosmétiques et des ressources. Mais globalement, le cœur de ce jeu, c'est vraiment son mode histoire. Cependant, des aveux même de Matt Stone, Snow Day a été pensé pour être un jeu qui resterait en vie grâce à des mises à jour régulières, ce qui permettrait donc d'y inclure des éléments de nouveaux épisodes seulement quelques jours ou semaines après leur diffusion. C'est une bonne idée puisque c'est quelque chose qui était compliqué de mettre en place avec les RPG. Ils ont essayé de faire ça avec Phone Destroyer, mais ça s'est assez vite essoufflé au vu du type de jeu que c'était. On verra donc ce que les mises à jour apporteront au jeu, mais la grande majorité du contenu à venir, ce sera via les DLC du Season Pass. Ce Season Pass est vendu au prix de 25€, et pour l'instant, on dirait que la partie la plus intéressante arrivera au mois d'octobre. En effet, c'est à ce moment-là qu'on devrait avoir un nouveau mode de jeu, et ça pour le coup c'est intéressant. S'ils arrivent à nous faire un mode qui donne envie aux joueurs de retourner sur le jeu et qui corrigerait les problèmes de gameplay que l'on a pour l'instant avec la version de base, ça pourrait être vraiment très cool. Après pour l'instant ça reste de la spéculation puisqu'on n'a pas vraiment plus d'infos sur ce nouveau mode, à part qu'il devrait nous proposer de nouveaux challenges plus compliqués que ce qu'on a pour l'instant. Les autres DLC du Season Pass se résument à du cosmétique et de nouvelles armes, ce qui est sympa mais c'est pas non plus ça qui donnera un second souffle au jeu. Tout ça fait donc que même avec le DLC gratuit d'Orietta, il n'en reste pas moins que le contenu du jeu Day One est vraiment juste, ce qui fait qu'en achetant Snow Day, on fait un peu un pari sur l'avenir, en espérant que les mises à jour futurs viendront rendre le jeu plus agréable sur le long terme. Certes, 30€ c'est moins cher que les gros jeux AAA qui sortent à notre époque, mais au vu du temps de jeu que nous offrent les 5 niveaux du mode histoire, ça me paraît quand même un poil cher à l'heure actuelle sans contenu supplémentaire, et le Season Pass coûtant aussi un certain prix, ça risque de refroidir beaucoup de monde à acheter ce jeu plein tarif. Enfin bon, maintenant que j'ai commencé à parler du mode histoire, autant en parler un peu plus en détail. Dans South Park Snow Day, un blizzard dévastateur frappe la petite ville de montagne de plein fouet, et Cartman y voit donc là une opportunité de rater l'école, ce qui veut aussi dire reprendre leur jeu là où ils l'avaient laissé. C'est le point de départ d'une petite aventure qui, de l'aveu même de Matt Stone, est similaire à un épisode classique de la série, là où le bâton de la vérité et l'anneau du destin étaient plus proches d'un film ou d'une saison. Donc ok, ça nous laisse moins le temps de développer une longue histoire pleine de péripéties, mais comme j'ai dit juste avant que ce mode était le cœur du jeu, est-ce qu'au moins en termes d'histoire ça vaut le coup? Et ben en vrai... ouais, bon, on sent les ficelles qui sont là pour nous mener d'une mission à l'autre, mais franchement ça sonne comme un petit épisode, avec en plus quelques références à ce qui s'est passé plus tôt dans les jeux et même dans la série, ce qui fait qu'on prend plaisir à voir là où ça va aller. On sent que c'est une histoire calibrée pour un jeu vidéo de ce type, mais on se laisse sans trop de soucis porter par l'histoire, le seul problème étant qu'au final, on n'a pas tant de cutscenes que ça, ce qui est dommage parce que ça reste quand même les meilleurs moments. Les quelques passages en 2D font bien sûr toujours très plaisir, et l'humour fonctionne vraiment bien, même si comme pour les autres jeux vidéo, là on a encore plus de focus que d'habitude sur les proutes et le caca. Comme c'est un jeu et pas un épisode diffusé, c'est clairement moins centré sur l'actualité ou sur de la critique sociétale. Là le but c'est pas vraiment de réfléchir, mais plus de se mettre dans la peau d'un enfant de South Park et de rigoler parce que les proutes c'est marrant. Ça reste finalement quand même une histoire centrée sur le quatuor principal et sur leurs interactions, et le scénario associé au gameplay capture toujours très bien cette logique spécifique des jeux d'enfants et de l'univers qu'ils s'imaginent. À ce niveau c'est donc vraiment cool, c'est pas pour rien que même ceux qui n'ont pas aimé le jeu conseillent d'au moins regarder l'histoire en film sur YouTube. Mais avant de changer de sujet, j'aimerais juste dire un petit mot sur l'antagoniste de Snow Day, donc spoiler alerte, allez tout de suite à Stemcode si vous n'avez pas fini le jeu et que vous ne voulez pas vous faire spoiler, même si honnêtement, on comprend très tôt où le jeu essaye de nous emmener. Le scénario s'avère donc centré sur le retour de Monsieur Anki,
que l'on n'avait plus vu depuis son expulsion de South Park dans la saison 22, où il avait été envoyé à Springfield en raison de son comportement problématique. Il revient donc pour se venger à l'aide de la toute-puissante matière noire, et j'ai beaucoup aimé voir qu'il y avait de la continuité par rapport aux événements de la série, ce qui fait que désormais, Anki pourrait réapparaître n'importe quand dans les épisodes. Même si c'est vrai que le scénario fait appel à pas mal de facilités, typiquement la matière sombre qui semble avoir toutes sortes de propriétés magiques aléatoires et inexpliquées, que ce soit la zombification, le contrôle de la météo, la création de giga golems de neige ou encore la transformation en abomination Lovecraftienne, on est dans South Park, donc franchement, c'est rien de vraiment important. Le fait de choisir le petit caca Noël comme méchant principal, c'est drôle, et pour le coup ça fait très South Park, d'autant plus qu'il pousse le trait très loin en lui donnant des répliques de Palpatine et en le métamorphosant en Shai-Hulud, cet étron géant du plus bel effet faisant bien sûr référence à Shai-Hulud, les vers de sable de la saga Dune. Enfin bref, avec tout ça on se rapproche de la conclusion, mais vous devez sûrement penser que depuis tout ce temps j'ai pas parlé d'un élément ultra important, c'est pourquoi beaucoup de joueurs français ont acheté le jeu et j'ai fait exprès de le garder pour la fin. Je veux bien sûr parler de... Et oui, enfin, on a droit à la VF officielle dans un jeu South Park, et ça fait plaisir. C'est vraiment le point qui vient rendre l'expérience de jeu d'autant plus agréable quand on est fan de la VF comme moi, et probablement aussi comme vous. Pour avoir également fait le jeu en VO, je peux confirmer que celle-ci est aussi très chouette. Il y a juste Butters qui se retrouve à certains moments avec une voix beaucoup plus similaire à celle de Kyle, mais globalement ça sort moins du lot qu'avec le jeu en VF. On est habitué depuis longtemps à jouer au jeu South Park en VO. Bon, sauf pour ceux qui aiment la VF Ubisoft, mais c'est pas le cas de beaucoup de gens, et c'est donc très dépaysant de profiter de ces voix qu'on connaît pourtant par cœur. Certes, ça nous fait aussi réfléchir à quel point les RPG auraient été incroyables avec ces voix, mais bon, autant ne pas y penser. Le cast principal est donc de retour, et on a en plus cette fois d'autres comédiens qui viennent s'ajouter pour apporter de la diversité aux voix d'ambiance, et même des enfants pour faire les voix d'enfants ennemis, ce qui était aussi très agréable à entendre. Il y a finalement pas mal d'interactions, que ce soit avec les persos principaux dans le hub ou en combat, et même si au bout d'un moment ça tourne un peu en rond, je trouve que ça reste quand même assez marrant et diversifié. Tout ça pour dire que cette VF contribue à la très chouette ambiance du jeu, avec également les OST qui sont vraiment cool et qui rappellent celles du bâton de la vérité, bien que quand même moins mémorables, faut l'avouer. Le souci des musiques, c'est surtout qu'on a souvent des bugs sonores avec le volume qui diminue puis qui augmente sans trop de raison, et quitte à parler des bugs, bon ouais, je voulais être un maximum positif, mais faut se l'avouer, cette VF a quand même des défauts qui peuvent perturber l'immersion. Le principal défaut à côté duquel il est difficile de passer, c'est ces putains de voix accélérées. Souvent dans des interactions basiques, genre choisir une carte, les persos commencent à parler super vite sans trop de raison. T'as bien fait de prendre de la hauteur. Voici une amélioration. Va botter des culs le nouveau. Bordel, déjà que Jimmy ressemble pas toujours à Jimmy vu que son bégaiement a disparu et que sa voix a tendance à varier, même si bon ça c'est aussi quelque chose que je reproche au personnage de Gilbert Lévy assez généralement dans les dernières saisons, bah là en plus on se retrouve assez souvent avec des phrases accélérées, ce qui rend le truc vraiment bizarre et désagréable. Pour ça Jimmy et Tolkien c'est les pires, mais c'est pas les seuls, même Cartman s'y met des fois. Attends, des catapultes. Mais quand est-ce que Butters a autorisé les engins de siège? Et même si c'est plus rare, j'ai aussi l'impression qu'il y a certains moments où la traduction était pas non plus au point. Ces connards ont cassé la catapulte. Comment est-ce qu'on va faire pour traverser Main Street maintenant? En fait, Eric, je pense que c'est un trébuchet. Non, c'est pas Butters parce qu'il est pas con et français. C'est quand même un peu chiant qu'il y ait ces quelques points noirs qui viennent un peu entacher l'expérience de jeu, sûrement liés aux conditions dans lesquelles cette VF a dû être enregistrée, puisqu'une VF de jeu, ça reste quand même assez différent d'une série, rien qu'au niveau du temps et du budget. Après, voilà, fallait que j'évoque ces soucis, mais loin de moi l'idée de me plaindre outre mesure, ça reste du détail, et c'était infiniment cool d'avoir enfin la VF qu'on connaît en jouant à un jeu South Park. Donc bon, vous l'avez compris, tout dans ce jeu est plus ou moins en demi-teinte. Mais maintenant, avant de passer à la conclusion, j'ai un tout dernier point que je voudrais aborder. Ouais, ça va peut-être vous sembler surprenant, mais pour finir, je voudrais parler de quelqu'un qui a l'air d'avoir été très important dans l'élaboration de ce jeu, et ce quelqu'un, c'est... Peut-être que si vous vous êtes intéressé à la promo du jeu, vous avez remarqué quelque chose de différent par rapport à d'habitude. Là où généralement les deux créateurs n'ont pas de souci à apparaître en interview pour parler de leur actualité, c'est quand même souvent Trey Parker qui est mis en avant. Ça a rien de nouveau, Trey a toujours été celui qui parle le plus. Mais pour Snow Day, bizarrement non. À part dans les deux petites vidéos de teasing postées sur la chaîne YouTube de South Park quelques jours avant la sortie du jeu, on n'a pour ainsi dire jamais vu Trey faire la promo du jeu, à chaque fois c'était Matt Stone. Certains pourraient spéculer que c'est peut-être parce que Trey n'est pas satisfait par la qualité finale du jeu, et en soi c'est possible, mais ce qui m'a personnellement surtout sauté aux yeux en voyant les interviews, c'est que de toute évidence, ce jeu est celui de Matt.
En effet, dans les vidéos qu'il a fait avec IGN pour promouvoir Snow Day, il a lui-même dit que l'un des points les plus compliqués dans la création d'un jeu vidéo South Park, c'est de faire quelque chose que les deux créateurs aiment, ce qui est compliqué parce que les deux ont des goûts très différents. There's so many great genres of games, and like the two guys we have to get interested in this is me and Trey. Like Trey and I have totally different tastes in games, which is like I basically just button mash. I could just be like play like whatever. I could just play a fight game all the time. Like I'm fine like with that. I like strategy games a little bit. Trey's like into RPGs and Dungeons and Dragons and real strategy games. He's a total board game freak. He loves board games and those kind of more cerebral and rules-based things. And again, I don't. Après avoir vu cet extrait, je sais pas vous, mais moi j'ai comme l'impression que tout semble plus clair. Là où Trey Parker est plus sensible aux jeux de stratégie, aux RPG, typiquement l'Annales du Destin, Matt Stone préfère les jeux de combat, d'action, ceux où on peut juste se contenter de spammer le bouton d'attaque, ce qui est totalement ce qu'est Snow Day. Je trouve que c'est intéressant de prendre conscience de ça pour avoir une idée de ce qui a pu pousser vers ce style de gameplay, et je dois être honnête, personnellement, je me retrouve dans ce que dit Matt. Quand il s'agit de jeux vidéo, je suis un gros bourrin qui s'amuse à spammer les ennemis d'attaque au corps à corps sans même forcément esquiver les coups, parce que c'est ce qui m'amuse. Je suis clairement pas un gros gamer, plutôt un bon gros casu, ce qui explique probablement en partie le fait que je sois finalement assez indulgent avec ce jeu. Enfin bon, je voulais terminer par ça puisque ça peut plus ou moins expliquer l'origine même de Snow Day, et ça peut aussi permettre de comprendre pourquoi, malgré tous ses défauts et son côté décevant, je l'aime quand même bien ce jeu. C'est peut-être pas le cas de tous les gamers, mais moi, j'ai quand même passé de vrais bons moments en le découvrant. En conclusion, ça semblait être un pari risqué de développer un jeu en parallèle des saisons et des 2 téléfilms annuels, sans oublier les autres projets de Parker et Stone comme la grande réouverture de la Casa Bonita à Denver. Je pourrais pas vraiment dire si c'est lié à ça, mais globalement South Park Snow Day souffre d'un cruel manque de contenu et d'un gameplay qui peine à se renouveler très rapidement. Ce côté répétitif n'empêchant cependant pas de s'amuser, pour peu qu'on aime ce style de gameplay, et surtout, pour peu qu'on soit accompagné. Avec son système de combat basique amélioré de quelques bonnes idées et de la VF officielle tant attendue, Snow Day se révèle donc vraiment marrant entre amis, même si pour le coup c'est le skin South Park qui donne tout son intérêt au jeu. Je suis d'accord que ça ne vaut clairement pas un nouveau RPG et c'est donc beaucoup moins impactant que ce à quoi on a été habitué ces dernières années, Phone Destroyer mis à part, mais j'aime leur tentative d'innover. Ça n'a pas forcément atteint la cible pour cette fois, mais je suis sûr qu'avec de bonnes mises à jour, il y a moyen d'en faire quelque chose de vraiment plutôt sympa. Très loin d'être le jeu de l'année, South Park Snow Day vous promet au moins de passer une bonne après-midi avec vos potes et de prendre plaisir à retourner vous balader une fois de temps en temps dans l'univers de South Park, même si je vous conseille quand même pour ça d'attendre l'arrivée d'une promotion ou de nouveaux contenus. En tout cas, ça vaut pour moi clairement pas un 3, plutôt un 5-6 je dirais, donc à vous de voir avec tout ce que j'ai dit si vous pensez pouvoir apprécier ce jeu. Mais de mon côté, je considère que si le but de Snow Day était de faire passer un moment fun et divertissant avec ses potes dans l'univers de South Park, c'est clairement mission accomplie. Et voilà, c'est maintenant que se termine cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. J'ai beaucoup de choses à dire, donc la review a fini par être vraiment plus longue que ce que je pensais faire à la base, donc avec un peu de chance j'ai réussi à vous partager mon avis le plus complet possible, même si je suis conscient que ça pouvait peut-être sembler contradictoire à certains moments. En tout cas, plus que jamais, je vous invite à partager en commentaire votre avis sincère sur le jeu, pour voir si vous êtes plus ou moins d'accord avec moi. À vrai dire, je l'avais déjà demandé sur Twitter et dans l'onglet communauté, donc merci à tous ceux qui ont répondu, ça m'a aidé à voir un peu plus clair sur les différents avis des gens vis-à-vis de Snow Day. Et puis sinon, c'est les 9 ans de la chaîne, youhou. Donc je pense pas faire de vidéo cette année par contre, sûrement un live sur Twitch, un de ces 4, j'ai envie de jouer au bâton de la vérité là, c'est pas forcément à cause de Snow Day, mais juste le bâton de la vérité, j'y joue très régulièrement, mais là j'ai envie de me le refaire, donc pourquoi pas le faire en stream, donc n'hésitez pas à aller suivre la chaîne pour être informé de quand ça se fera, le lien est dans la description comme toujours. Voilà, donc laissez un j'aime, ça fait toujours plaisir, et puis sur ce, moi je vous dis à très bientôt, c'était Maniaco, bye tout le monde, salut.